Bon, est-ce que vous mettez vos écouteurs? Brigitte? Pardon. On démarre tout de suite, hein, excusez-nous. Où est-ce qu'il est, Monsieur Ganancia? Voilà. Pardon. Voilà, donc. Voilà, il faut mettre les écouteurs, messieurs, sinon on n'entend rien. Mais attendez, il y en a. Avancez, venez, ce sera plus agréable si vous voulez bien. Vous voulez. Ça vous dérange pas? Ce sera plus agréable de vous avoir plus près. Allez, on démarre. Bon, on va être obligé de démarrer. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Vous pouvez me dire si vous entendez bien ou pas? Ah ben non, vous n'avez pas encore vos écouteurs. Voilà. Oui, super. Bon, on va le faire. Je crois que... C'est bon? On peut y aller? Merci d'être là, alors que c'est un horaire pas très confortable, on s'en rend compte. Hein, c'est l'heure du déjeuner, donc merci d'autant plus d'être là pour nous écouter, en tout cas écouter nos intervenants sur un sujet, on le sait, extrêmement important pour la profession des CGP, qui est la qualité des back-office, hein, des back-office assurance-vie. Donc on est centré sur les back-office assurance-vie. Alors, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'on est dans un monde avec une offre de plus en plus complexe, dense, compliquée, qui va de pair avec une digitalisation croissante de tous les process de gestion et qui va de pair avec une espèce d'expansion continue de la contrainte réglementaire et normative. Donc, face à ça, les conseillers en gestion de patrimoine que vous êtes, qui représentent aussi une profession en grande mouvement, on va dire ça comme ça, puisque la profession ne cesse elle aussi d'évoluer, avec d'un côté des concentrations de professionnels, de l'autre de nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants qui arrivent avec des mentalités différentes de leurs aînés, notamment par rapport au digital, par rapport au multi-support, par rapport à plein de choses. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi différents professionnels qui vont un petit peu vous donner leur point de vue sur cette question du back-office assurance, de cette problématique et la façon surtout dont les partenaires assurance et partenaires plateformes des CGP que vous êtes répondent aux demandes multiples et variées. Alors, je vous présente David Farsi, excusez-moi, founding partner de Pericles Group, qui est donc une société de conseil indépendante spécialiste du domaine de l'assurance et de la finance. Hein, c'est parfait. Priscilla Saunier, donc, qui est directrice des opérations de Norcia, une plateforme que je pense vous connaissez. François-Régis Bernicot, qui est membre du directoire et directeur des services support de Suravenir. Et M. Patrick Ganancia, qui est président de RS, membre de l'APECI, c'est-à-dire l'Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement,
Et chacun d'entre vous, allez nous donner votre point de vue sur cette question cruciale. Alors, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Monsieur Farsi, pour que vous nous exposiez les résultats d'une étude annuelle. C'est la 13e édition, si je ne me trompe. 12e, pardon, je me trompe. Donc, 12e édition d'une étude faite chaque année par Périclès Group sur la question des back-office assurance vie dédiés au CGP. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Laurence. Donc bonjour à tous. Juste un petit mot d'abord, je ne vais pas revenir nécessairement sur les résultats, mais juste le contexte de l'étude. C'est une étude qui existe depuis 12 ans. Donc vous êtes sollicités, les plus de 2000 CGPI qui interviennent sur toute la France sont sollicités pour évaluer la qualité de gestion des back-office assurance vie. Alors ça a évolué dans le temps parce qu'on a parlé de qualité de gestion des back-office assurance vie. Maintenant, on y inclut des services, bien entendu, et donc on va sans doute revoir un peu la terminologie parce qu'on évalue vraiment l'ensemble des services proposés par les plateformes. Aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine de plateformes qui sont évaluées et c'est devenu un baromètre de place que les acteurs attendent impatiemment chaque année. Et d'ailleurs, ils nous sollicitent ensuite pour faire quelques retours sur l'analyse de cette étude. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du classement, juste quelques grandes tendances. Ça fait depuis déjà quelques années que cette qualité était perçue comme en s'améliorant de votre part, de la part de l'ensemble des CGPI. Et pour la première année, on a connu une légère baisse. Alors on s'est dit, à quoi est due cette légère baisse? Intrinsèquement, on ne pense pas que la qualité ait baissé. On le voit dans les évolutions, les services proposés, les investissements effectués. Mais c'est peut-être dû à trois phénomènes. Alors on a essayé de l'analyser. Il y a un premier phénomène, et vous pouvez tous vous en féliciter, c'est bien entendu la croissance de l'activité de l'ensemble de la profession des CGPI. On a essayé d'évaluer quelques éléments. Par exemple, la collecte en assurance vie, qui représente environ un peu plus de 80% de l'activité du CGPI, elle représentait à peu près 8 à 9% de la collecte de l'assurance vie en France. En 2020, ça a représenté autour de 12%. Donc on voit voilà, cette évolution, cette progression et le rôle que les CGPI prennent sur la distribution de ces produits d'assurance vie. Donc ça, c'est un premier phénomène qui a pu induire, bien entendu, une surchauffe aussi chez les acteurs qui sont vos fournisseurs, vos partenaires, et puis aussi une exigence plus forte de votre part. Et donc, dès l'instant où il y a du volume, il suffit qu'il y ait un petit grain de sable et ça génère une perception, bien entendu, négative. Donc ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième, c'est que l'année 2020 était un peu particulière. Je ne vais pas revenir, bien entendu, mais ces périodes de confinement ont amené la plupart des plateformes à alléger leurs process, à les adapter. Il y a une agilité, une souplesse dans les procédures pour permettre de poursuivre l'activité. Alors ça a été très bien perçu, d'ailleurs c'était les résultats de l'étude de l'année précédente, mais c'est vrai qu'il a fallu revenir à des normes plus usuelles, à des contraintes réglementaires de KYC, de conformité, et c'est vrai que ça a été un petit frein, une petite perception de retour à ces contraintes que l'on cherche tous à lever. Et le troisième élément qui est le corollaire, c'est que justement, toutes ces réglementations, toutes ces contraintes, alors elles ont des effets bénéfiques sur la sécurisation du rôle de votre rôle de distributeur, sur la sécurisation du conseil, potentiellement auprès des clients, mais elles génèrent beaucoup de contraintes et d'interprétations. Et la plupart des acteurs ont des interprétations qui peuvent être différentes et qui les amènent à vous proposer des process qui seront différents, ce qui est un élément de complexité pour vous et que vous avez fortement mis en avant cette année, parce que effectivement, plus c'est industrialisé, plus c'est digitalisé, plus les différences se mettent en exergue, et c'est un élément qui ressort assez fortement. Voilà pour la tendance générale. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou si je peux revenir aussi sur les points un peu plus précis de l'étude. L'étude, il y a 4 grands axes qui sont étudiés. C'est bien entendu la gestion courante. Le deuxième aspect, c'est les outils et les services. Le troisième, c'est la gestion des réclamations. Et le quatrième point, c'est la gestion du commissionnement. Alors sur ces axes, sur la gestion courante, à nouveau, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'industrialisation et la digitalisation des actes de gestion, mais il ressort qu'il y a encore des délais trop longs sur certains actes, et on imagine assez bien que ce sont les actes de rachat ou les actes de sinistre. Et là, vous avez tous à peu près mis en avant qu'effectivement, les délais étaient encore trop longs et qu'il fallait améliorer ces process. Donc ça ressort très clairement. Sur la partie outils et services, c'est relativement stable. Je pense que le niveau de prestation qui est proposé par les acteurs, et vous avez conscience des efforts qui sont fournis, et je dirais même, dans un élément de l'étude, il ressort que vous n'utilisez pas tous les services. On a posé la question, quel était le pourcentage d'utilisation des services qui vous étaient proposés, sur lesquels vous vous appuyez. La preuve en est, c'est que vous avez maintenant beaucoup d'acteurs qui vous proposent des formations de qualité, qui vous proposent des appuis juridiques de qualité, et fondamentalement, vous n'avez pas la nécessité de les utiliser à 100%. Sur le troisième axe, la gestion des réclamations,
Vous êtes mon timekeeper. Hein. Parfait. Sur la gestion des réclamations, alors, à nouveau, on retombe sur la problématique de délai de traitement de ces réclamations. Alors, avec un élément qui est assez intéressant, parce que vous avez tous, les plateformes ont essayé de mettre en œuvre des services, je dirais, assez personnalisés, en vous mettant des interlocuteurs dédiés dans certains cas de figure. Donc, c'est souvent le cas. Vous avez des inspecteurs, vous pouvez avoir au niveau des middle office ou des back office des interlocuteurs. Il se trouve que sur la gestion des réclamations, vous avez mis en évidence que vous n'aviez pas d'interlocuteur. Et c'est vrai que quand vous les réclamez, à la limite, vous pouvez réclamer parce que quelque chose se passe mal ou parce que vous estimez que les retours de votre inspecteur ou de votre conseiller back-office ne sont pas suffisants et vous n'avez pas quelqu'un vers qui vous retourner. Donc c'est un axe que vous avez mis en évidence en disant que ça manque d'identification et de disponibilité d'interlocuteurs sur la gestion des réclamations. Et le dernier point, la gestion des commissionnements, je vais être très clair, on va dire que c'est le point noir souvent et chaque année ça le reste. C'est la non-lisibilité des bordereaux de commissionnement. Il y a un chiffre quand même qui est assez marquant. Vous êtes plus des 2/3 à ne pas être en capacité de contrôler et calculer vos commissions. Alors moi, ce que je dirais, c'est un petit peu la rançon du succès. Hein. Donc votre profession représente, moi j'avais les chiffres d'après-dia, c'était 14% carrément de la collecte d'assurance vie en 2020, donc des chiffres encore supérieurs. Donc là, je me tourne vers vous, François-Régis Bernicot. Donc vous êtes Vie Plus, que vous représentez ici, est arrivé numéro 1 du palmarès 2020. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui vous vaut cet honneur? Et surtout, puisqu'on a vu qu'il y a un certain nombre de points qui méritent encore d'être améliorés, c'est comme ça, et c'est aussi la vie du métier. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Quels sont un petit peu vos points forts que vous avez continué de creuser, si je puis dire, pour faire en sorte que ce très beau métier de CGP continue à se développer comme ça, notamment sur le marché de l'assurance vie? Merci. Alors effectivement, on est très très fiers chez Viplus d'avoir cette distinction. Ça fait 3 ans qu'on est en tête de ce classement qu'on attend chaque année. Donc la qualité de service, c'est une longue histoire. C'est dans l'ADN de Viplus et on l'a fait progresser année après année et au même rythme que le développement commercial. Et ça, c'est une très belle performance. Alors, en matière de qualité de service, rien n'est jamais acquis. Donc, on va devoir continuer. Et je vais vous livrer quelques recettes qu'on applique de longue date, si je puis dire. En fait, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est un triptyque autour de la traçabilité des opérations, la fiabilité des opérations et la nécessité d'avoir une grande réactivité en cas d'imprévu. Ça, c'est vraiment un petit peu le triptyque de mon point de vue quand je regarde l'ensemble des opérations sur le marché des CGP. Alors nos atouts, en fait, au premier rang de nos atouts, ce sont nos équipes qui sont formées de façon spécifique. Ça, c'est je trouve un élément intéressant à partager avec vous. Vous, les CGP, vous êtes une clientèle particulièrement exigeante, notamment quand je la compare par rapport à d'autres réseaux de distribution que sont les banques ou même les courtiers Internet avec lesquels on peut travailler. Et donc, pour opérer sur cette activité, on forme nos équipes et quelque part, on les recrute aussi, on les aide à devenir plus résilientes. Ça, c'est un point capital pour opérer sur le marché des CGP. Après, on a des choses plus classiques. Je pense qu'honnêtement, on n'est pas les seuls à les avoir. On a un dispositif de traçabilité de tous les flux entrants. Ça, c'est très important, et notamment à l'heure du digital. Quand vous numérisez vos opérations, vous devez savoir instantanément à tout moment où elles sont. Ça, c'est important. Et après, on a peut-être une spécificité en troisième point, c'est qu'on a un dispositif de contrôle qui est peut-être plus poussé que d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à sacrifier la productivité du travail à l'aune du contrôle. C'est un choix, c'est une stratégie assumée, mais ça permet de limiter les erreurs. Et on a constaté, en tout cas moi j'ai pu constater, ça fait quelques années que je suis chez Suravenir et quelques années que je suis chez Viplus au contact des CGP, j'ai pu constater que vous, CGP, vous détestez les erreurs. Donc normalement, je ne dis pas qu'on ne fait pas d'erreurs chez Viplus, ça nous arrive d'en faire, mais normalement on en fait un peu moins que d'autres. Et puis, on a un quatrième élément qui est plus, si vous voulez, une méthode, une stratégie globale qu'on a mis en place depuis des années. On appelle ça chez nous la démarche qualité de service assuré. Et en fait, c'est un peu notre guide, notre fil rouge pour sans cesse, déjà,
calculer, évaluer notre performance. Donc on a un baromètre en interne qu'on calcule tous les mois, plusieurs fois par mois, enfin à une fréquence à minimum mensuelle, où on regarde notre performance en termes de qualité de service par rapport aux indicateurs dont on sait qu'ils sont pertinents pour vous. Donc c'est les délais de traitement, ça va être les taux d'erreur, ça va être un certain nombre de choses. On a aussi une démarche, bien évidemment, de benchmark externe, au premier rang desquels l'enquête dont Périclès est le premier, j'allais dire le premier fabricant, enfin en tout cas le premier diffuseur. Et on a aussi des questionnaires, ça c'est aussi assez classique, qu'on adresse à l'ensemble de nos partenaires. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'évaluer régulièrement, de comparer notre performance en termes de qualité de service en interne par rapport à ces indicateurs, d'en dégager aussi par rapport aux attentes de nos partenaires les points sur lesquels on doit progresser, d'adapter nos organisations et surtout d'adapter nos investissements. Et puis, en parallèle de ça, on a aussi la volonté de partager ces informations avec nos équipes, avec l'ensemble de nos équipes, pour qu'elles nous remontent des axes d'amélioration par rapport aux points identifiés dans ces enquêtes. Le tout, l'idée, c'est d'avoir en fait un cercle vertueux qui nous permet de nous améliorer de façon continuelle sur la qualité de service. Et puis, bon, il y a un élément aussi qui est capital, c'est l'engagement des équipes sur ce thème-là. Notre performance en matière de qualité de service interne, c'est un des indicateurs qui sert au baromètre de bonification de l'intéressement de l'ensemble des salariés de la société. Donc ça, c'est vraiment un engagement fort de l'ensemble de la société autour de la qualité de service pour l'ensemble de nos clients et de nos partenaires. Merci beaucoup. Donc on le voit, alors un cercle vertueux. On voit évidemment une profession extrêmement exigeante et ça je vous suis moi depuis plus de 20 ans. Donc je vous ai vu évoluer et ça c'est une constante. Je parle des CGP. Donc, mais aussi donc, votre exigence qui aussi se met dans un univers lui aussi de plus en plus exigeant. Alors, je me tourne vers Priscilla Saunier. Donc, vous êtes directrice, je le rappelle, des opérations de Norcia. Donc, Norcia, c'est une plateforme que certains d'entre vous connaissent, c'est-à-dire une plateforme née dans les années 90, qui était, moi, je l'ai vue naître assez disruptive, on pourrait le dire aujourd'hui, à l'époque, une espèce de start-up qui se positionnait de façon un peu différente sur le secteur et qui, au fil des années, a beaucoup grossi. Voilà, elle a absorbé Sélection 18-18 et avant-après diffusion. Donc, désormais, vous êtes une plateforme de grosse taille, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous êtes confronté évidemment aux mêmes problématiques que l'on vient d'évoquer. Et quelle est, vous, votre réponse avec ce positionnement que vous pouvez peut-être nous rappeler très brièvement, et aussi nous donner quelques mots sur qui vous êtes vous, parce que c'est très intéressant comme profil par rapport à notre sujet back-office. Merci Laurence. Bonjour à tous. Donc, je suis Priscilla Saunier. Donc, mon profil, je suis ingénieure de formation et j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie. J'ai dirigé plusieurs entreprises et là, aujourd'hui, je suis à la direction des opérations chez Norcia. Donc, avec cette casquette, ce qui est assez intéressant puisque notre enjeu, on parle de qualité aujourd'hui des back-office, et bien sûr de continuer à transformer, à faire évoluer nos back-office pour répondre à vos enjeux, à vous, les conseillers de gestion patrimoine indépendants. Donc, qui est Norcia? Vous l'avez dit rapidement, Laurence, on est une plateforme maintenant qui est là depuis 1994, qui est plutôt une marketplace qu'une plateforme, on préfère ce mot-là, et qui était multispécialiste. En effet, on a aujourd'hui plus de 15 assureurs, on a 17 assureurs connectés, ce qui fait à peu près 500 produits d'assurance vie qui sont connectés sur notre plateforme. Et donc, forcément, c'est une plateforme en architecture ouverte, ce qui permet du coup pour l'ensemble des CGPI de pouvoir travailler sur plusieurs fournisseurs à la fois, tout en passant par un seul point d'entrée. Donc ça, c'est important parce que c'est aussi cette capacité d'architecture ouverte qui nous a amené à industrialiser notre métier. Et je dirais, pour ça, on s'est appuyé sur deux piliers. J'aime bien dire qu'on est un moteur avec deux jambes. Une jambe, c'est bien sûr l'équipe en premier, l'équipe qui est l'équipe de 60 personnes qui constitue le back-office et le contrôle qui est intégré complètement au back-office. On parlait de contrôle qualité tout à l'heure avec François-Régis. C'est vraiment essentiel d'avoir cette notion à l'intérieur de nos équipes. Et bien sûr, l'autre moteur, c'est l'outil informatique, donc le digital. On a été depuis très longtemps précurseur sur la signature électronique et aujourd'hui, on embarque l'ensemble de nos fournisseurs dans ce processus. C'est hyper important de pouvoir vous simplifier la vie. On l'a vu pendant le confinement, c'était un outil essentiel, la signature électronique, mais ça l'est aujourd'hui
aujourd'hui encore plus. On a connu cet épisode qui nous l'a fait découvrir, mais bien sûr, ça l'est tous les jours pour des raisons de mobilité et d'agilité dont on a besoin au quotidien. Et nos clients finaux, vos clients, sont bien sûr très intéressés par ce système. Alors, qu'est-ce qu'on met en place de particulier? Si je fais un zoom sur la partie digitalisation, certes, il y a la digitalisation pour vous, ce qu'on appelle le front, donc vos parcours digitaux, qui vous permettent du coup de se concentrer sur le conseil tout en étant sécurisé par un parcours où les règles sont intégrées, où on a déjà défini les conditions commerciales. Donc, vous n'avez pas à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier, puisque c'est guidé et c'est vraiment facilitateur pour vous. Mais il y a aussi toute la partie flux, dont on parle souvent moins, parce que c'est un peu les coulisses du back-office. C'est tous les flux qu'on développe avec nos fournisseurs, ce sont les flux avec les assureurs, ce qui permet, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les API, de se connecter en direct avec nos fournisseurs et de pouvoir, du coup, par exemple, si je prends une souscription en J, passer de la signature du client à l'enregistrement chez l'assureur le même jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire maintenant, qui est facilité par toute cette transformation finalement digitale de notre gestion. C'est-à-dire que ce n'est pas que la partie client, c'est aussi la partie, on va dire, boutique. Donc ça, c'est vraiment essentiel, cette industrialisation, et ça permet de répondre aussi à des enjeux de concentration de cabinets, parce que certains d'entre vous se regroupent et donc ont besoin aussi, puisque vous travaillez au minimum avec 3 fournisseurs, d'avoir des moyens simples et efficaces de pouvoir faciliter vos opérations au quotidien. On sait que vous passez à peu près 70% de votre temps sur l'administratif, et si on peut alléger ce temps en vous apportant ce service, ça vous permet de gagner du temps et donc de se focaliser sur votre métier, qui est le conseil, plutôt que d'être, entre guillemets, parasité par toute la partie administrative qui était assez lourde. Vous disiez tout à l'heure en introduction, l'administratif est devenu très lourd du fait de la réglementation, en effet, et c'est pour ça que nos parcours permettent d'intégrer toutes ces règles, de faciliter en fait l'accès à l'offre grâce à ça. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de pouvoir travailler à la fois sur le moteur et à la fois sur les équipes. Je veux dire quand même quelques mots sur la partie accompagnement humain, parce que c'est important, 60 personnes dans un back-office. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment donc, comme enjeu de pouvoir personnaliser l'accompagnement et de pouvoir répondre à toutes les problématiques. Étant donné notre diversité dans l'offre, parce qu'on fait à la fois, là aujourd'hui chez Norcia, on a de l'assurance VCAPI évidemment, mais on fait aussi du compte-titres, on fait aussi de la prévoyance, le parcours retraite avec les PER qu'on vient de lancer. Donc toute la diversité nécessite beaucoup d'expertise. Et donc on a transformé petit à petit notre façon de s'organiser dans l'équipe. Et aujourd'hui, on a créé des pôles d'expertise. L'enjeu de ces pôles d'expertise, c'est d'avoir une équipe dédiée pour chacune des types d'opérations que vous nous adressez. On parlait tout à l'heure de délai de réactivité sur les rachats. On a maintenant une équipe spécialiste sur les rachats qui peut vous guider si vous avez une notion d'urgence sur la manière de procéder pour que ce soit plus rapide. Évidemment, il y a des règles du jeu qui permettent de le faire. Et d'ailleurs, en tout début d'année prochaine, on va sortir des parcours pour vous digitaux qui vont vous permettre d'avoir ce rachat rapide multi-assureur afin de pouvoir répondre à cette exigence de besoin de trésorerie que peuvent avoir vos clients de temps en temps. Donc l'équipe est importante, et donc la méthode de travail sur laquelle je m'appuie, c'est cette méthode d'écoute terrain. Moi je dis toujours, c'est celui qui porte la chaussure qui sait l'endroit où ça fait mal. Et donc qui est celui qui porte la chaussure? C'est vous, les clients, et c'est aussi nos équipes qui sont avec vous au quotidien, qui portent vos dossiers. Et donc en écoutant, et donc on organise ces points d'équipe quotidiens pour faire remonter vos besoins et leur blocage aussi. Et en fonction de ça, on fait évoluer, on a cette dynamique qu'on appelle chez nous l'amélioration continue, on parle de ça du lean management, qui nous permet au quotidien de toujours zoomer et prioriser à la fois nos projets, nos investissements, pour pouvoir continuer à vous accompagner à la fois dans la partie humaine et aussi dans la partie moteur, on va dire ça, si on parle de digital. Merci beaucoup Priscilla. Donc moi je réagis à votre chiffre que vous connaissez tous et que je ne connaissais pas, qui est 70% du temps en tâches administratives. Vous le confirmez à peu près tous, parce que quand on pense que toute la valeur ajoutée de votre métier, c'est le conseil, concentration sur le conseil qui devient de plus en plus compliqué dans le monde financier qui ne cesse de se complexifier. Donc évidemment, je me tourne vers vous, Patrick Ganancia. Donc vous représentez la profession des CGP en tant que président du groupe Erez et en tant que vous êtes membre représentant, j'espère ne pas me tromper, de l'APECI. Donc je le disais en introduction, c'est-à-dire l'association professionnelle des entreprises de conseil en investissement. Alors, je trouve intéressant de finir avec vous, et j'espère qu'il y aura quelques réactions aussi dans la salle. Vous avez tout votre temps parce que vous représentez
la profession des CGP. Et justement, qu'est-ce que vous pensez d'une part des grandes tendances qui se sont dessinées de l'étude présentée par David, des positionnements de deux représentants extrêmement importants des plateformes que sont Viplus et Norcia, et de ce que vous attendez par rapport à la façon dont vous pratiquez quotidiennement votre métier. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de questions. Moi, je vais essayer. Déjà, 2-3 petits mots sur l'APSI. Comme ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'elle n'est pas très connue, cette association. C'est une association qui regroupe juste une cinquantaine de structures. Et cette cinquantaine de structures, elle est répartie. On a une dizaine de CGP, une dizaine d'assureurs, une dizaine de banquiers, une dizaine de sociétés de gestion. Et puis après, des personnes ou des sociétés qui tournent autour de notre univers de la gestion de patrimoine, par exemple des agrégateurs, etc. Donc, et tout ça, ça fait une espèce de think tank qui se regroupe, qui se retrouve tous les 6 semaines à peu près pour une réunion de travail et pour essayer de faire avancer les business des uns et des autres. Et c'est un truc qui est vachement bien parce que ça permet d'échanger et en plus, il y a vraiment un échange au plus haut niveau de chacune des structures. Donc ça fait vraiment avancer les choses et ça permet de dire à un fournisseur, j'ai un problème sur le client Monsieur Dupont, et d'aller approfondir d'où vient le problème et puis que ça puisse servir comme ça à tout le monde. Donc moi je dirige en effet un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle Erez. En gros c'est un cabinet où on est aujourd'hui 65-70 personnes sur 3 villes et on gère 3 milliards et on est en architecture ouverte comme je suppose la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, le sujet du back et du middle office, c'est un sujet dont on traite tous les ans. C'est devenu un marronnier, comme vous dites dans votre métier. Donc, moi, c'est un sujet qui continue en fait à me frustrer. Autant il y a en effet des efforts de certaines compagnies, assureurs, plateformes et autres, dont ceux qui sont à côté de moi, et c'est super. Autant la majorité est encore très lente, très en retard. Et en fait, nous, les CGP, on avait une grosse avance sur les banquiers il y a 10 ans, entre autres lié à cette partie de back middle, et je trouve qu'on l'a reperdu. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Aujourd'hui, la Société Générale a monté une plateforme 100% digitale pour ouvrir des comptes. Conto, dont vous avez entendu parler, ouvre des comptes bancaires pour les sociétés en 100% en digital. Ils font 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez vu la valorisation, 4 milliards. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 milliards. Tout ça parce qu'ils sont 100% en digital. Le CIC, pour donner un autre exemple, quand vous voulez ouvrir un compte PEA au CIC avec des titres non cotés, on vous recevez un lien et c'est vous qui mettez l'intégralité des pièces dans un document, dans une boîte online sur Internet. Vous mettez tous les documents de votre client, vous mettez l'attestation de souscription et hop, tout est parti, tout est complètement digitalisé. Et aujourd'hui, moi, de temps en temps, je me sens vraiment frustré sur un ensemble de dossiers où je me dis c'est pas possible. Alors, une des raisons de la croissance de structures comme Erez ou comme d'autres acteurs qui ont décidé de grandir dans ce marché parce qu'il y a de la place pour être complètement indépendant ou faire partie d'une aventure humaine plus grande, une des raisons c'est ce fameux 70%. C'est qu'en fait, dès que vous avez une structure plus grande, vous avez une équipe avec des gens qui gèrent le back et le middle, qui sont passionnés de ça. Ce qui, pour être honnête, n'était pas du tout ma passion en choisissant des CGP. Donc, mais moi, j'ai une équipe avec un patron dans cette équipe et une femme dans cette équipe. Ils sont 2. Je veux dire, c'est des passionnés de ça. Ils veulent toujours faire avancer le digital, le back, le middle, le réglementaire. Tout ce que moi, j'aurais jamais fait sans eux. Et voilà. Et c'est aussi une des raisons de la croissance de certaines structures. C'est qu'on vient chercher des spécialistes, nous aussi en interne, pour faire avancer nos business plus vite. Non, c'est au contraire, vous êtes au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit à travers votre témoignage, qui est évidemment très représentatif. C'est vrai, je le disais, moi, ça fait 30 ans maintenant que je fais du patrimoine, donc je vous ai vu, j'ai vu les CGP, et en effet, je les ai vus à l'aune de ce qu'on appelait l'assurance vie multi-support au tout début, qui était vraiment très, très marginal, et vous étiez les meilleurs, en tout cas, en termes de conseils, de capacité à offrir des offres diversifiées par rapport à la banque assurance qui, elle, était vendre ses propres produits. Donc, vous avez été assez pionnier comme profession et dans le conseil et dans
l'architecture ouverte. Et c'est vrai que ce que vous posez comme constat, c'est que vous êtes en train de régresser, enfin pas d'une façon générale. Alors j'aimerais qu'on partage ça avec la salle si quelques-uns d'entre vous ont à réagir là-dessus, mais peut-être avant de donner la parole à ceux qui ont envie de la prendre, hein, c'est une possibilité, pas une obligation bien évidemment. J'aimerais quand même réentendre, si vous voulez bien, François-Régis Bernicot là-dessus, c'est-à-dire est-ce que vous ne trouvez pas le constat de Patrick un petit peu désespérant? Parce que d'un côté, on a un discours, on est super, on fait plein de choses pour vous, ça s'améliore dans tous les sens, et que ce soit Norcia ou Viplus, vous l'avez, et je l'entends de toutes les plateformes et de tous les assureurs. Et puis, chaque fois que j'ai les CGP en direct, bien, Patrick Norcia est un exemple parmi d'autres, c'est ça coince dans les rouages, on est accablé par le normatif, on veut faire vite, il y a la Société Générale, pour ne pas la citer, je m'en fiche, ça peut être n'importe qui va plus vite. Bref, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'était pas prévu, mais c'est le but de l'atelier. Non, ça m'accable pas du tout. Au contraire, c'est un témoignage direct et au contraire, ça nous incite toujours à progresser. Alors, c'est vrai que moi, je travaille sur Avenir, c'est la maison mère de Viplus. Viplus, c'est une marque commerciale à destination des CGP, mais sur Avenir, la compagnie d'assurance, c'est la filiale d'un groupe de banque assurance qui s'appelle le Crédit Mutuel Arkea. Donc, on a d'autres secteurs de distribution, et c'est vrai que du côté de la banque, les outils sont délégués intégralement. On a aussi un gros partenariat avec la banque en ligne du groupe, qui est un distributeur de contrats d'assurance vie. Là, on est effectivement en 100% digital sur la plupart des opérations. On n'est pas encore arrivé à ce degré-là sur la partie CGP, mais c'est clairement ce qu'on vise. Aujourd'hui, les investissements que nous concentrons sur le digital, ce sont des investissements qui trouvent leur inspiration, leur moteur, leur urbanisation, leur architecture dans ce qu'on a mis en place pour les courtiers en ligne. Mais il nous reste encore des choses à faire. Donc typiquement, nous, par exemple, on a dans notre plan pour l'année prochaine la signature électronique à distance. Ça, c'est un énorme sujet qu'on doit livrer. On sait que ça fait longtemps que nos partenaires nous le demandent. Il faut qu'on arrive à livrer ça. On n'a pas encore dans les plans la dématérialisation du PEA, mais je note l'idée. C'est sûr que l'attente de vous, CGP, on la connaît, c'est de pouvoir être le plus simple possible sur la digitalisation et donc de faire tout en une fois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à travers notre exemple de la souscription qui peut se faire en signature électronique et est enregistrée en J chez l'assureur. C'est vraiment ça qu'on est en train de développer, à la fois sur les parcours de collecte, mais aussi les parcours de rachat, parce que c'est aussi important de l'avoir d'un côté comme de l'autre pour nos clients. Et du coup, c'est vraiment l'enjeu et c'est l'objet de notre transformation. Donc, on y répond, alors certainement pas assez vite par rapport à ce qu'on entend. Mais en tout cas, c'est vraiment le mouvement qu'on prend. On a sorti énormément de parcours cette année. L'année prochaine, on sort les parcours pour les personnes morales et tous les parcours de souscription de SCPI au nominatif. Donc, on avance encore dans cette digitalisation. Donc, on y arrive petit à petit. Dernier mot. Non, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'ici, il y a une grosse différence entre un cabinet qui s'installe aujourd'hui et qui va démarrer avec uniquement des contrats nouvelle génération 100% digitaux et ceux qui ont des capitaux sous gestion d'anciens contrats et qui doivent subir les méandres d'une informatique dans une compagnie qui n'est pas à la hauteur. Mais c'est vrai qu'il faut que les compagnies vraiment comprennent que dans notre métier, ce qui compte le plus, c'est notre client. Et en fait, c'est par le maillon faible qu'on voit le niveau de service d'un cabinet comme le mien, en tout cas, c'est comme ça que je le juge. Et moi, le maillon faible chez moi, il est toujours au niveau du bac parce que c'est toujours celui dont on ne fait pas assez attention. Et mon client, en fait, mon niveau de service, il se traite par le maillon faible. Et j'ai besoin que ce maillon, il ne soit pas faible, en fait. Voilà. Ce sera mon petit mot de conclusion comme ça. Je trouve que c'est un sujet, d'abord merci beaucoup d'être là parce que vous avez peut-être faim, je ne sais pas, mais en tout cas merci d'être là pour écouter un sujet pas si facile à traiter qu'on vient de traiter, je l'espère, très brièvement, mais avec beaucoup de lignes de force et qui est, je le répète, essentiel pour vos métiers. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de donner un témoignage ou une impression par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que vous jugez que votre back-office est correct, pas correct? Je ne sais pas s'il y a des choses que vous aimeriez partager là entre professionnels. Et je le répète, sans aucune obligation, ne soyez pas timides. On est tous on est pareil, nous aussi. Très bien. Alors, c'est très pénible, excusez-moi, je vais jouer l'hôtesse, parce qu'on n'a que ce micro. Donc, je vais vous le passer, monsieur, et je vais essayer d'écouter ce que vous dites.
si vous voulez bien vous lever et juste nous dire juste votre profession, comme ça qu'on sache. Je vous remercie. Ma profession, tout simplement, c'est être conseiller en investissement financier, donc CGP. C'est pas une question, c'est simplement une affirmation. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans le métier du CGP, c'est que la moyenne d'âge, j'ai rien contre la moyenne d'âge du tout. C'est juste pour vous donner absolument les clés de la réussite à ce niveau-là. C'est de se dire que les nouvelles technologies sont extrêmement puissantes et que ça peut vous permettre de pouvoir développer un back-office de manière... je sais pas quel âge ont vos back-office. Très jeune, bah, du coup, et en termes de compétences informatiques, ouais. D'accord. Ouais. Vous entendez Bon, continuez parce que Absolument, mais en tout cas je comprends tout à fait. Ce que j'ai vu, en tout cas, ouais, j'ai fait le même constat que vous, hein. C'est pour ça que je me suis lancé dans le métier. C'était qu'il y avait, même je suis allé plus loin, avec 80% d'administratif, 20% de conseil, et cette fameuse digitalisation peut inverser un petit peu la tendance. Donc c'est pour ça que le back-office, évidemment, c'est un sujet, que ce soit pour vous comme pour nous, mais en tout cas, évidemment, j'ai jamais fait face à une situation avec des anciens contrats, mais la puissance qu'ont les systèmes informatiques d'aujourd'hui, que ce soit du Python, que ce soit tous les langages informatiques, nous permettent de pouvoir créer des bases de données en interne et après de pouvoir facilement utiliser toutes ces données-là. C'est un petit truc en plus. C'est une formidable relève que vous incarnez, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a parmi vous d'autres personnes qui veulent réagir sur cette question des back-office, selon la façon dont ils se positionnent dans le métier? Non? Vous avez eu... Ah, monsieur, avec plaisir. Donc, désolé de ce côté pas très pratique. Vous voulez bien vous avancer parce qu'il faut que nos interlocuteurs vous entendent. C'est pas très pratique ce système. Pardonnez-nous, mais moi je fais avec. Bonjour. Alors, je suis CGP également, jeune installé. C'est vrai que je suis curieux de savoir comment les grandes structures, alors à l'exemple d'ERES par exemple, comment vous arrivez à vous adapter avec ces besoins d'information, enfin l'information qu'on doit apporter aux clients, notamment liée à la question des frais. Ah Oui, voilà. D'accord. Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Bon. Alors, en fait, si vous voulez, nous, aujourd'hui, on est confrontés justement à la question de l'information globale sur la notion des frais aux clients. Alors, les grandes structures comme vous, j'imagine que vous avez des contrôles quelquefois de la CPR, notamment. Est-ce qu'à chaque fois, vous, j'allais dire, vous matchez vert systématiquement? Vous matchez vert systématiquement? Voilà, c'est-à-dire que, quand il y a un contrôle, est-ce que vous avez systématiquement la CPR vous valide, j'allais dire, l'ensemble de vos dossiers, l'ensemble des solutions qui ont pu être mises en place? Parce que nous, on a une vraie interrogation là-dessus. Lorsque moi j'ai démarré le métier il y a 4 ans maintenant, dans l'immensité, j'allais dire, des dossiers et des complétifs d'affaires, c'est très très compliqué. Donc je suis curieux de savoir vraiment comment vous, grosse structure, vous gérez ces aspects-là. Je vais laisser Patrick répondre et ce sera hélas la dernière question parce que nous sommes timés nous aussi à défaut d'être matchés vert partout. Donc je vous laisse répondre et voilà. Alors le sujet de la CPR, donc on a déjà eu des contrôles à CPR. Pour l'instant, ils se sont toujours tous très bien passés. Est-ce que nous avions 100% des dossiers qui étaient 100% en règle? La réponse elle est non parce que c'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc après, ce sont contrairement à l'image qu'on pourrait diffuser de la CPR, c'est des gens qui comprennent notre métier et c'est des gens qui comprennent les efforts qu'on peut faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on rentre un nouveau client et qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour bien le faire, c'est que vraiment ça ne va pas. Par contre, si on a un client qui est là depuis des années et pour lequel il peut encore manquer certaines pièces parce qu'on ne l'a pas vu depuis 2 ans, ils comprennent parfaitement. Le plus important, je crois, c'est de mettre en place des process ou des règles que vous fixez pour votre cabinet par rapport à celles qui doivent être pratiquées, que vous essayez au mieux de les faire pour tous les nouveaux clients. Et puis, c'est un peu galère, mais au fur et à mesure, on y arrive. Puis, moi, tous les jeunes qui arrivent chez RS, ils vont beaucoup plus vite que moi. Donc, comme monsieur l'a dit, je suis beaucoup plus vieux que lui. Et donc, on est vite ringardisés. Et tant mieux, parce qu'ils vont nous obliger à aller beaucoup plus vite. Voilà. On est obligé d'arrêter. Merci infiniment pour votre écoute. Et puis voilà, on va finir sur un régulateur qui comprend, ça fait plaisir. Donc on va essayer d'y croire. Et bonne chance et bonne fin de journée à vous tous.
Juste une petite annonce technique pour ceux qui ont... Il faut laisser les petits boîtiers noirs, hein, on m'a dit. Moi, Ah, ça qu'est-ce qu'il faut laisser? Non, mais je comprends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Garde les casques et il dépose juste les boîtiers. Ah, il garde... Oui, c'est...